Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'un ou l'autre de ces 3 projets, ou même d'autres questions? Alors moi j'en profite parce que c'est moi qui distribue les micros. Aurélien Dalloz, AFB. J'avais une question pour Yvan par rapport à ta présentation. Sur le reméandrage, là, ça m'a l'air assez rectangulaire. Est-ce qu'il y a des raisons à ça en termes de restauration? Et la deuxième question, c'est le travail quelque part avec les agriculteurs. Est-ce que dans ton approche, tu préconises aussi de laisser quelques arbres, quelques plants, même s'il y a une visée d'alimenter la chaudière bois? Alors, concernant le reméandrage, c'est de l'ordre de la décision des techniciens de rivière. Donc là, l'idée, c'était de casser la dynamique du système. Et puis, ils y sont allés au godet sans nous concerter. Généralement, on arrive après travaux dans ces systèmes-là. Et puis, avec le pari que ça va s'émousser, ça va s'arrondir tout seul, et effectivement c'est ce qui se passe. Donc là l'idée c'était, ils ont fait ça, si j'ai bien compris le projet, c'était pour avoir des zones d'accélération de pente dans un endroit un peu trop plat, type ancien étang de moulin, où le fait d'avoir des angles en créneau comme ça, ça fait des zones courtes d'accélération, ça fait des diversités de faciès, et ça marche pas trop mal. Alors pour ce qui est de la concertation avec les agriculteurs, bah oui, le jeudi quand on va aller sur le terrain, non seulement on va lui demander de nous laisser des arbres, mais on va lui demander si on peut suivre les volumes de bois sortis, combien ça lui coûte, combien de temps. On va essayer de quantifier cet aspect-là. C'est pas mon métier, mais ça m'intéresse quand même de voir, parce que ça fait partie de l'acceptation, en fait. Le fait qu'ils acceptent une restauration écologique passive, parce qu'ils savent que derrière, ils auront du bois et qu'ils l'utilisent par ailleurs, ils l'exploitent par ailleurs. Donc ça permet, l'arbre est un bon média pour discuter avec les agriculteurs. Merci. C'était une question pour Claire, et peut-être qu'Anne pourra compléter. Tu parlais d'acceptabilité sociale en fait, du projet entre guillemets, de réestuarisation. Et finalement, les exemples que tu donnes, c'est plutôt les exemples des naturalistes qui voient disparaître une espèce emblématique qui est le flamand. Alors que peut-être qu'il n'y a pas encore les données, mais il me semble que quelque part, c'est une rupture historique, en fait, ce choix qui a été fait par rapport à l'histoire de la Camargue, qui a toujours été en conquête sur l'eau et qui maintenant... Et d'autant plus, si je comprends bien, que les choix que vous avez faits génèrent pour les autres acteurs des aménagements supplémentaires. Donc, est-ce que vous nous en dire un peu plus sur ce point-là, où vous n'avez pas encore les données, les enquêtes n'ont pas été... Non, par rapport à... En fait, c'est surtout un travail de concertation qu'on fait, mais qui va en fait au-delà même du site, parce qu'en fait, c'est tout le village de San Giro qui est dans un questionnement général aussi, parce que en fait, où il y a des projets de revitalisation du village, parce que bon, il y a beaucoup de chômage. Il travaille en fait, il s'est fondé sur 2 usines qui étaient le sel, qui a perdu la moitié de son activité, et Solvay, bon, qui a changé depuis, bon, plein de fois de nom, mais et qui est aussi en diminution d'activité. Donc c'est un village ouvrier qui essaye de se refaire. Et du coup, nous, on a voulu insérer justement ce site dans cette revitalisation. Donc on a participé à toutes les concertations pour que les gens du village se le réapproprient. Donc différemment, parce qu'en fait, il était quand même privé. C'était moitié public, moitié privé, mais le côté privé était vraiment, ça n'avait que quelques usagers qui avaient le droit d'y aller, et le côté public, là, c'était tout le monde. Donc ça a changé. Donc c'est se réapproprier le site pour ceux qui n'y avaient pas non plus accès, pour qu'ils le voient évoluer, et créer des nouveaux usages de découverte de la nature là-dedans. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la question. Donc en fait, ça marche. Est-ce que ça marche? Oui. Non, c'est en cours. C'est en cours. Alors ça marche, oui, avec certains. Alors j'ai un bon mauvais exemple, mais ça marchait par exemple sur. Il y a des visites guidées maintenant naturalistes qui sont faites aussi sur le site, mais qui fonctionnaient bien.
mais qui maintenant sont impactés par le fait que les flamands nichent plus. Bon. Alors voilà, mais il y a d'autres choses. C'est juste qu'après, voilà, il faut s'adapter au changement du site. Mais les années où il n'y a pas de flamands, c'est plus compliqué pour eux de le faire. Mais après, voilà, c'est en train, il y a du tourisme de VTT aussi, de vélo électrique, ça qui se fait pas mal sur certains sites, de découverte équestre aussi sur le site. Il y a pas mal de choses qui marchent, mais il y en a beaucoup qui sont en cours. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été difficile, les flamants roses, et surtout au niveau politique aussi. Monsieur Manu. Juste un commentaire, peut-être pour faire réagir les intervenants. Moi, j'ai trouvé la séquence du vocabulaire sur la journée assez intéressante, puisqu'on est passé de l'évitement de la biodiversité à perturbation, imprévisibilité et non-maîtrise. C'est quand même assez étonnant. Donc, je me demandais maintenant si on fait le chemin inverse, vous avec votre expérience, et notamment je trouve cette expérience de perception de nature sauvage quelque part, comment on revient un peu au début de la journée dans des environnements beaucoup plus contraints. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de vos expériences pour alimenter finalement des situations où c'est peut-être plus difficile? Victor. D'abord, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience et je travaille plutôt sur des milieux naturels ou agricoles. Donc, pas des milieux faciles, contraints, agriculture, oui. Mais du coup, et je vais continuer et prolonger ce projet-là, en fait, sur d'autres zones de marais sur la côte charentaise, aussi dans le cadre de gestion non maîtrisée, donc de dépoldérisation. Donc après, j'aurais du mal à... J'étais très étonné par le fait qu'on ne fasse pas visiter le nord de l'île, qui est le plus sauvage. Moi aussi. De qui a pris cette décision? Le pouvoir public? En fait, oui, c'est le conseil départemental. Donc, le conseil départemental, c'est une institution donc, qui gère, qui a en charge, en tout cas en Gironde, une partie des espaces naturels sensibles. Et c'est eux qui décident, en fait, d'ouvrir au public ou non. Voilà. Alors, ça se fait, je pense, enfin, vous êtes certainement dans la salle, il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi en la matière. Mais ça se fait sur d'autres sites aussi où on préserve une partie du site, en fait, on le ferme au public. Mais moi, je pense que ça aurait été vraiment intéressant qu'il ouvre pour qu'on voit ce que ça donne aussi ailleurs. Bon, alors après, les choses qu'on a observées, c'est des poissons, c'est des polluants métalliques, ça ne se voit pas. Alors c'est beaucoup moins, on va dire, attrayant pour un public lambda, que des oiseaux. Sur le site-là, il y a des spatules en plus, donc c'est magnifique de les voir. Cette année, elles se sont reproduites. Alors, donc, toute l'image est faite là-dessus. Et d'ailleurs, le conseil départemental fait son, on va dire, marketing en disant la nature fait son spectacle et l'île Nouvelle fait partie de cette nature qui fait ce spectacle. Voilà, donc c'est quand même c'est une entrée particulière de la nature. Ils évoluent quand même. Mais bon, nous aussi d'ailleurs à leur contact, mais c'est pas facile. Tu veux rajouter ? Sur les projets en libre évolution que j'ai pu voir en France, notamment celui du Seine-Normandie, l'idée c'est effectivement d'avoir un laisser-faire total, mais d'avoir un accès public en périphérie. Et c'est dans un objectif vraiment sur une demande d'un public pour aller voir de la nature sauvage, et notamment des urbains apparemment. Donc c'est ça le projet du Seine-Normandie. Et sinon, pour tout ce qui est aménagement de cours d'eau, c'est quand même très contraint. Donc on est quand même sur des sites industriels avec pas mal d'analogies avec ce que j'ai vu ce matin sur les rasements de grands barrages. Il y a des problèmes sur tout ce qui est rasement de seuil plus petit, même des anciens moulins, des choses comme ça. Il y a des contraintes sociétales, il y a des contraintes techniques aussi. Donc c'est pas que du tout sauvage, il y a également des envies, des besoins sociétaux. Peut-être ça serait intéressant que vous donniez un peu aussi les contraintes réglementaires auxquelles peuvent être soumis ces projets de restauration, parce que vous avez été contraint à faire des dossiers de loi sur l'eau, de dérogation espèces protégées. Enfin, est-ce qu'il y a eu potentiellement des impacts dans le cadre parce qu'on provoque des changements qui peuvent être conséquents, quoi.
Alors on n'a eu aucune contrainte pour faire ce qu'on a fait jusque-là. Ça aurait pu être l'inverse, c'est-à-dire que sur de la restauration passive des petits cours d'eau, on a découvert de la présence d'écrevisses à pattes blanches dans un bosquet en amont des sites restaurés. Il y aurait pu avoir un arrêté de biotope, ça n'a pas été fait justement pour ne pas bloquer la communauté d'agriculteurs qui acceptaient la restauration passive, avec l'idée derrière, c'est comme on reboise en aval du bosquet, on augmente les surfaces d'habitat d'écrevisses à pattes blanches. Il y aurait pu avoir une prise réglementaire de fait par le SAGE, c'est l'une. Ça n'a pas été fait pour ménager un peu les propriétaires riverains. Et Anne ? En fait, on est sur un terrain qui est acheté par le Conservatoire du Littoral. C'est lui qui est propriétaire. Et donc, du coup, enfin, moi, ce que j'ai pu trouver, la seule contrainte, c'est une île qui est en zone inondable, qui est classée en ce qu'on appelle zone rouge. Et donc, il y a impossibilité, en fait, qu'il y ait des activités humaines. Parce qu'il y avait eu idée en fait d'introduire une agriculture douce, etc. Mais comme ça a impliqué de laisser du bétail toute l'année, ou une partie de l'année, et donc le risque, en raison du risque inondation, ça a été écarté. Voilà, mais pas de contraintes particulières. Alors j'ai parlé aussi du plan anguille, donc mais ça va plutôt dans le bon sens. Donc voilà, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres contraintes réglementaires. Je sais pas. Nous, on n'en avait pas eu ce cas-là, puisque justement, c'était des anciens salins et il n'y avait pas d'espèces naturelles à détruire. Sur le barrage de la Célune, de Vezin, donc, on a le cas, je pense que Guillaume l'a vu, la petite limoselle qui prolifère sur toutes les vases, mais qui est une fabrication d'EDF en fait. Donc c'est une petite Scrofulariacée qui pousse dans les zones de marnage sur des limons, comme son nom l'indique, Limosella, et qui est protégée en Basse-Normandie. Et donc là, c'est le travail du Conservatoire national botanique de l'antenne de Caen qui s'occupe de ça, et donc qui a prélevé des graines, etc. Mais c'est sans solution, puisque de toute façon, cette plante elle n'est présente que à cause du marnage hydroélectrique. On pourrait imaginer restaurer un ancien moulin qui va réapparaître pour la gérer, mais elle n'est qu'en sursis, là, puisqu'on va retrouver une rivière. Voilà. Donc c'est le saumon ou la limoselle, je pense que le combat est perdu d'avance pour la limoselle. Voilà. Oui, Xavier Gates, je pense que c'est intéressant d'avoir les deux éclairages de ce matin, de cet après-midi, ce qui pose la question à la fois de la temporalité, très longue ou très courte, on a vu ce matin, c'est vachement très court ou très long, et puis les drivers qui imposent cette temporalité, les aménagements ce matin, et puis des drivers des dynamiques naturelles, comme vous avez pu l'évoquer là. Donc je pose la question un peu généralement à vous, peut-être aux autres, c'est que du coup, est-ce qu'il n'y a pas deux éléments on va dire facilitateurs. Le premier, c'est que on voit bien que si on ne s'inscrit pas dans une trajectoire, dans un historique, on comprend très peu la logique de la temporalité en fait, de la zone, parce que tout est temporaire en fait. D'accord. Donc si on n'a pas ça, finalement, est-ce que ce n'est pas un des ingrédients qu'il faut mettre dans la réflexion en disant voilà d'où on vient, voilà nos scénarios, et voilà comment s'inscrivent aujourd'hui les dynamiques qu'on peut avoir. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, j'étais assez sensible à ce que vous disiez, quand vous avez dit tout à l'heure, oui, en fait, c'est les personnes âgées qui ont déjà vécu ça, et qui du coup, ça ne les étonne pas. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet, et ça revient à la question des carrières ce matin, c'est à mon avis, est-ce qu'il ne faut pas faire toucher du doigt véritablement? C'est-à-dire que la théorie, les schémas, etc., c'est bien, mais est-ce que finalement, ce n'est pas le vécu du citoyen lambda qui fait qu'à un moment, il perçoit que ce qu'on présente, ça lui appartient aussi. En tout cas, ça évoque chez lui quelque chose qu'il ne pourrait pas percevoir s'il ne touchait pas du doigt. Voilà, donc deux questions, plutôt sur la logique de l'historique et le scénario, et puis la question de finalement toucher du doigt pour ressentir véritablement ce que nous on porte là, mais qui sont pour un citoyen lambda, c'est difficile à comprendre ce qu'on est en train de dire là. Oui, je suis totalement d'accord. C'est très intéressant, effectivement. Mais c'est vrai que ça se... Ah oui, je suis trop loin. Mais par exemple, cette tradition
Justement, dans la revitalisation du village de Saint-Giraud, ils ont aussi mis en place en fait, des visites comptées. Là-dessus, en fait, toujours sur cette transmission du fait de l'histoire orale. Et ça, c'est vraiment très intéressant et vraiment important. Et ça rejoint ça complètement. Oui. Je me permets de rebondir, excusez-moi. Sur les aspects temporalité, en fait, c'est l'objet de la réforme de l'étude d'impact qui a introduit un nouveau chapitre d'évaluation de l'état de référence et de l'évolution du projet, de l'évolution du site en l'absence du projet. Et donc ça amène en effet à se projeter de plus en plus sur la cohérence du projet et ses impacts à long terme par rapport à l'évolution du territoire et des successions écologiques. Merci. Merci. Eh bien, on va peut-être clore cette session qui fut très riche également. Je vous remercie beaucoup.